Le sommet à Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping. Vous m'aviez envoyé un message avant qu'il ait lieu, en disant que ce sommet pourrait être totalement insignifiant, voire complètement déraillé. Vous pensiez qu'il y avait peu de chances qu'il en sorte quelque chose de vraiment positif. Alors, quelle est votre évaluation aujourd'hui et comment l'avez-vous trouvé? Eh bien, je pense que j'avais raison. Je crois que les deux camps ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Cette rencontre a simplement confirmé l'état de la relation. Elle n'a abouti à aucune avancée. Et d'ailleurs, ce n'était même pas l'objectif. En réalité, les deux parties ont déclaré que leur but était d'assurer une stabilité stratégique constructive. Autrement dit, éviter la guerre. Et comme je l'ai dit, chacun y a trouvé son compte. Donald Trump, lui, a eu droit à beaucoup de mise en scène, ce qui flattait clairement son ego. Et puis ça a détourné l'attention du public des dossiers Epstein et de la guerre avec l'Iran, de ce qu'on appelle le cessez-le-feu, qui n'en est pas vraiment un entre l'Iran et Israël. Moi, j'appelle ça un cessez-le-feu à la manière israélienne, c'est-à-dire que c'est pas un vrai cessez-le-feu. Un camp cesse le feu, l'autre continue de tirer. Enfin, il a, disons, beaucoup de respect pour le pouvoir, et Xi Jinping est un homme puissant. Les deux se sont parlé et ils sont tombés d'accord pour essayer d'éviter que leurs deux pays ne se retrouvent dans une situation compliquée. Donald Trump a abordé Xi Jinping comme un égal, pas comme un subordonné, ce qui est assez différent de la façon dont il traite les alliés des États-Unis. Il y a eu plusieurs discussions sur les accords commerciaux, la vente d'avions, de soja et d'autres produits. Et bien sûr, à propos de la guerre en Asie de l'Ouest, ils étaient sur la même ligne. La Chine a toujours affirmé qu'elle est la première puissance commerciale mondiale. Elle veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert, librement navigable pour les navires, et elle ne veut pas que l'Iran se dote d'une nouvelle arme. Elle est contre la prolifération. Rien de nouveau à ce sujet. Les deux parties étaient d'accord sur ce qu'elles voulaient, mais elles n'étaient pas d'accord sur la manière d'y parvenir, ni sur ce qu'il fallait faire concrètement. Xi Jinping aurait dit que, s'il pouvait être utile, il le serait. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, ce n'était certainement pas une action militaire, plutôt de la diplomatie. Du côté chinois, Xi Jinping a pu avertir Donald Trump à propos de Taïwan, de façon très directe, à la fois en public et en privé, pour lui rappeler que c'est une bombe à retardement, un problème qui n'a toujours pas été résolu. Apparemment, Donald Trump n'a rien répondu à ce sujet. Il y a une vente d'armes imminente à Taïwan, une très grosse, d'environ 14 milliards de dollars. Il a dit qu'il déciderait de ce qu'il voulait en faire. Je pense que Xi Jinping a aussi probablement été satisfait du fait que Donald Trump souhaite le rencontrer et le traiter comme un égal. Donald Trump's desire to see him and treat him as an equal. This is good for Chinese prestige. Xi Jinping. C'est bon pour le prestige de la Chine. Xi Jinping a pu jouer le rôle d'homme d'État. Il a accueilli Donald Trump avec beaucoup d'élégance. Ses déclarations étaient pleines de mots sur la paix, la stabilité, le dialogue et tout ce qui va avec. Donc à mon avis, rien de négatif ne s'est produit. Et c'est une bonne chose. Il aurait pu se passer quelque chose de fâcheux, mais non. En revanche, il n'en est pas sorti grand-chose non plus. On va maintenant voir si ces soi-disant accords commerciaux dont on a parlé vont vraiment se concrétiser. Vous savez, c'est une chose de dire « D'accord, je suis prêt à acheter 200 Boeing 737 » et c'en est une autre de négocier avec Boeing les conditions d'une telle vente. C'est une chose de dire « J'achèterai plus de soja » et c'en est une autre de le faire vraiment. Quand on a déjà des stocks pleins et qu'on peut se fournir sans problème au Brésil, en Argentine ou ailleurs. Je pense qu'on peut considérer que c'est satisfaisant, pas un grand succès, mais pas un désastre non plus. C'est déjà bien que les deux parties se parlent.
C'était la première visite présidentielle à Pékin depuis 9 ans. Apparemment, Xi Jinping se rendra à Washington à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Le 24 septembre, il doit être à la Maison-Blanche. Je suppose qu'il y sera. C'est, je crois, le jour où l'Assemblée générale s'ouvre. Il ira donc sans doute ensuite à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale. D'autres rencontres sont prévues. Il y a la réunion de l'APEC qui doit se tenir en Chine et il y a le G20 prévu aux États-Unis. Bref, les occasions ne manqueront pas pour que les dirigeants se retrouvent. Mais je ne pense pas qu'ils aient résolu le moindre problème. Du côté américain, il y a encore beaucoup de gens assez paranoïaques à propos de la Chine sans raison vraiment valable. Et du côté chinois, on continue de défendre ses propres intérêts sans être prêt à faire des sacrifices pour le bénéfice des États-Unis. La guerre en Asie de l'Ouest continue, même si plus personne ne veut qu'elle continue. Donald Trump n'en veut plus, il veut en sortir. L'Iran aimerait atteindre ses objectifs plutôt que de les laisser en suspens. Mais ces objectifs n'ont pas vraiment été atteints. Et donc, on se retrouve toujours avec ce genre de cessez-le-feu à l'israélienne, où en réalité, aucun des deux camps n'a vraiment cessé le feu. Monsieur l'ambassadeur, je pense que vous êtes l'une des personnes les plus importantes pour parler de la Chine, surtout quand on parle de notre hémisphère, du monde occidental. Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui disent que pour la Chine, ce qui compte le plus en ce moment, c'est l'économie, le commerce, l'argent. Tout tourne autour de l'argent, rien d'autre. Ils n'auraient pas de grande stratégie, pas vraiment de vision géopolitique. Tout serait une question de commerce, et même une question d'argent. Est-ce que c'est vraiment le cas pour la Chine? Non, je pense que les Chinois savent très bien ce qu'ils veulent et qu'ils ont une stratégie claire pour y parvenir. Mais le problème, c'est que nous faisons du miroir. On se regarde, on voit notre propre reflet et on projette cette image sur la Chine. On s'imagine alors que la Chine veut remplacer les États-Unis comme puissance dominante mondiale. Et moi, je ne le crois pas. Je pense qu'ils veulent surtout qu'on les laisse tranquilles pour retrouver leur richesse et leur puissance. Ils veulent du respect sur la scène internationale. Ils ne parcourent pas le monde comme le font les États-Unis en disant « Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec nous si vous n'adoptez pas nos principes idéologiques et si vous ne faites pas ceci ou cela. » Ils sont très sensibles aux insultes et ils réagissent à ça. C'est lié à la notion chinoise de face qu'on appelle « mianzi » en chinois. Ça veut dire le respect de soi qu'on tire, du respect des gens qu'on respecte soi-même. Donc c'est une estime de soi fondée sur l'opinion des autres et sur la façon dont ils vous traitent. Et les Chinois y tiennent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu ce qu'ils appellent un siècle d'humiliation. C'était humiliant. En 1820, ils représentaient un tiers de l'économie mondiale. Et en 1945, ils n'en faisaient plus que 4%. Aujourd'hui, ils sont presque revenus à un tiers, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, sinon en taux de change. À l'époque, ils n'étaient pas respectés. J'ai d'ailleurs donné récemment une conférence à Brown sur la politique de la porte ouverte que les États-Unis ont adoptée entre 1899 et 1902. C'était John Hay, le secrétaire d'État américain de l'époque, qui disait en substance « Les États-Unis veulent que la Chine soit unifiée, respectée, modernisée, qu'elle progresse, parce que si elle le fait, nous pourrons en tirer profit. » C'est bon pour nous. Enfin, notre politique actuelle, c'est exactement l'inverse. Nous ne voulons pas que la Chine soit unifiée. Nous voulons que la division issue de la guerre civile entre Taïwan et le continent continue.
Nous ne voulons pas que la Chine devienne riche et puissante parce que cela menace notre propre position. Et nous projetons toutes sortes d'intentions sur la Chine. Par exemple, nous supposons qu'ils veulent ce que les Allemands appellent le Lebensraum, c'est-à-dire plus d'espace pour leur population en conquérant les territoires voisins. Mais ce n'est pas le cas. La seule chose qu'ils veulent, c'est que leur pays retrouve ses frontières historiques, avec la fin de la guerre civile chinoise et une forme d'accord entre Taipei et Pékin. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur leurs véritables intentions. En gros, ils ne se préoccupent pas vraiment de la façon dont les étrangers se gouvernent eux-mêmes. Ils entretiennent de bonnes relations avec les démocraties, avec les dictatures, avec les régimes militaires, avec les rois, les monarques, les princes, les émirs. Ça leur est égal. Donc ils sont très différents de nous. Et je pense que nous faisons une erreur en appliquant aux Chinois des concepts de politique de puissance mondiale issus de l'Europe. Ils ne sont pas faciles à gérer, ils sont différents. Ils ont une longue histoire dont ils sont très fiers. Ils ont accompli énormément de choses, mais ils ne sont pas prédateurs. Pourtant, nous partons souvent du principe qu'ils le sont. À mon avis, les Chinois se préoccupent surtout de leurs conditions intérieures. Et ils ont des problèmes. Ils ont connu une bulle immobilière, ce qui est très mauvais. Ils ont aussi eu de la déflation, c'est-à-dire une baisse des prix sur à peu près tout. D'un certain point de vue, c'est une bonne chose, mais pas si vous avez des dettes, parce que ça les rend plus lourdes à supporter. Ils ont des dettes, oui, mais ce sont des dettes intérieures. Elles ne sont pas détenues, pour la plupart, par des étrangers. Et puis, ils font face à des défis politiques. Leur classe moyenne est agitée. Elle veut sans doute plus de liberté qu'elle n'en a aujourd'hui. Leur appareil sécuritaire, lui, peut se montrer assez brutal parfois. Ils comptent aussi un très grand nombre de minorités, certaines très importantes. Par exemple, on ne pense pas souvent aux Bai, ou aux Zhuang, ou encore aux Dai. Les Zhuang, à eux seuls, sont 43-44 millions en Chine. Ce ne sont pas des Han chinois. Ce sont des gens qui parlent une langue apparentée au Thaï. La Chine est donc pleine de minorités et ça crée beaucoup de tensions. Vous savez, dans l'ouest du pays, le Ningxia est majoritairement peuplé de musulmans chinois. Ironie du sort, c'est devenu un grand centre de la culture du vin. Mais bon, je suppose qu'Omar Khayyam, lui aussi, buvait un peu de vin de temps en temps. Le Xinjiang, bien sûr, est turcique. Le Tibet, lui, est tibétain. C'est un pays très complexe, héritier d'un empire. Et franchement, je ne pense pas que qui que ce soit aimerait être à la place de Xi Jinping, devoir gouverner 1,4 milliard de personnes, toutes très centrées sur elles-mêmes. Ce sont d'excellents hommes d'affaires, parce que, comme vous l'avez dit, ils aiment gagner de l'argent et ils semblent savoir comment s'y prendre. Je vais conclure en citant ma professeure de thaï à l'époque où je dirigeais l'ambassade américaine à Bangkok. Je lui ai demandé quelle est la différence entre les Chinois et les Thaïlandais. Elle a réfléchi 4 secondes puis elle a dit « Ah, les Thaïlandais aiment acheter des choses. Les Chinois aiment en vendre. » Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais je pense qu'on les interprète mal. Vous savez, je suis d'accord avec John Mearsheimer sur beaucoup de points, mais pas sur celui-là. Je ne crois pas qu'ils comprennent vraiment les différences culturelles et historiques de l'Asie-Pacifique, celles qui distinguent la Chine de ses voisins et de l'expérience européenne. D'après ce que je comprends de la Chine, elle a changé d'une certaine manière depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y avait la Chine d'avant la guerre et celle d'après. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, c'est un peu la même chose. On voit une attitude différente de la part de la Chine. Elle n'est plus en arrière-plan, elle passe au premier plan. Sa politique étrangère devient plus... Enfin, disons qu'elle évolue.
Ils essaient de faire quelque chose avec leur politique étrangère. Avant ces deux conflits, ils ne participaient pas autant. Ils sont devenus beaucoup moins passifs, je suis d'accord, plus actifs. Mais actifs sur quoi, exactement? Là encore, toi et moi, on en a déjà parlé brièvement. Les Chinois ont accédé à la richesse et à la puissance dans l'ordre mondial d'après-guerre, un ordre soutenu par les États-Unis. Ils y tiennent. Cet ordre repose sur les Nations Unies, sur le droit international, sur des règles, sur la courtoisie entre États, c'est-à-dire la réciprocité dans les relations diplomatiques, et au fond, sur la paix de Westphalie. Celle-ci se résume dans les 5 principes de coexistence pacifique que la Chine met en avant, avec un fort accent sur la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le bénéfice mutuel et le respect mutuel. C'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas vraiment à ça que ressemble le monde aujourd'hui, parce que les États-Unis ont en gros démantelé l'ordre mondial que nous avions construit après la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, il n'y a plus de règles. Je le vois très clairement, par exemple, dans le cas du détroit d'Ormuz. Le droit de la mer a été établi en grande partie par la marine britannique et la marine américaine sur une période d'environ 263 ans. En 1763, les Britanniques ont pris la suprématie navale sur les Français. Ils l'ont confirmé en 1805 à Trafalgar lors de la bataille de Trafalgar. Puis, en mars 1943, au tout début du mois d'ailleurs, c'est mon anniversaire, il y a eu une bataille appelée la bataille de la mer de Bismarck, au nord de l'Australie, dans le Pacifique Sud. C'était la limite la plus éloignée atteinte par la marine japonaise. That was the furthest extent of the Japanese Navy. Well, the Japanese Navy had bested the British Navy. Eh bien, la marine japonaise avait surpassé la marine britannique. En gros, le flambeau de la suprématie maritime mondiale est passé de la Grande-Bretagne à la marine des États-Unis. Et depuis longtemps, la marine américaine considère que l'une de ses principales missions, c'est de faire respecter les règles qui sont maintenant intégrées à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or, ce que cette convention dit, et ce que le droit international a toujours dit à propos des détroits, c'est-à-dire ces passages étroits reliant 2 zones de haute mer ou 2 océans, c'est que la navigation à travers ces détroits doit être libre et sans entrave. L'Iran vient de changer cela, et je ne pense pas qu'il reviendra au système de règles anglo-américain. En fait, on entend d'autres pays en parler, l'Indonésie par exemple, qui possèdent 3 grands détroits. L'un à côté, le détroit de Malacca, et 2 autres qui la traversent, comme Lombok, entre autres. Eh bien, ils envisagent de faire payer des droits de passage, un peu sur le modèle iranien, et de contrôler ces détroits. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus. L'Iran a créé un précédent qui remet en cause l'hégémonie maritime américaine. Ça ne va pas durer. Ce qu'on observe, c'est la disparition progressive des règles établies au fil de 5 siècles de domination européenne et américaine sur le monde, ou, si on veut être plus précis, de plus de 250 ans de domination anglo-américaine sur les océans. Et quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Ce que c'est exactement, on ne le sait pas encore. Mais pour l'instant, c'est assez anarchique. Et ça, les Chinois n'aiment pas du tout. L'un de leurs grands objectifs en ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est qu'ils n'ont reconnu ni l'annexion de la Crimée par la Russie, ni celle du Donbass, c'est-à-dire des 4 oblasts, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Ils n'ont pas reconnu ces changements territoriaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne les considèrent pas comme légitimes. Maintenant, au bout du compte, ils les accepteront si les 2 parties trouvent un accord. Autrement dit, si l'Ukraine et la Russie conviennent que ces territoires ne font plus partie de l'Ukraine, qu'ils appartiennent à la Fédération de Russie, ou qu'ils deviennent indépendants, ou autre chose. Dans ce cas-là,
les Chinois l'accepteront. De la même façon, dans le cas de la guerre au Moyen-Orient, ils n'acceptent pas l'idée américaine selon laquelle on pourrait attaquer l'Iran sans raison déclarée. Ils n'acceptent pas que les États-Unis aient le droit d'appliquer unilatéralement le traité de non-prolifération contre l'Iran. Ils n'acceptent pas non plus que les États-Unis puissent se retirer du cadre du JCPOA après qu'il a été approuvé par le Conseil de sécurité. Ils refusent les sanctions américaines, car la Charte des Nations Unies exige que les sanctions soient approuvées par le Conseil de sécurité. Donc, de leur point de vue, les sanctions américaines contre eux et contre tous les autres sont unilatérales et illégitimes. Voici donc la grande ironie. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine a connu une révolution. Il y a eu une guerre civile entre le Kuomintang, qui reste aujourd'hui le principal parti d'opposition à Taïwan et qui a dirigé l'île pendant un certain temps, et le Parti communiste. Le Parti communiste a gagné. En 1949, la République populaire de Chine a été proclamée. Et au tout début des années 50, elle était considérée comme un État hors la loi sur la scène internationale. Elle n'était pas représentée aux Nations Unies. Taipei, le gouvernement vaincu de Chiang Kai-shek, continuait à représenter la Chine au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Le continent chinois, lui, restait en dehors de ce cadre. Voilà le paradoxe. Ceux qui étaient autrefois les adversaires du système des Nations Unies en sont aujourd'hui les plus fervents défenseurs. Et les États-Unis, dont c'était à l'origine l'idée, s'y opposent désormais. Les États-Unis se sont retirés, je crois, d'environ 60 organisations internationales et de 32 agences spécialisées de l'ONU qu'ils ont tout simplement abandonnées. Nous, les Américains, nous ne respectons plus l'état de droit au niveau international. La Chine, elle, le fait. Elle déploie même d'énormes efforts pour utiliser ces institutions internationales, l'ONU et d'autres organisations, afin de promouvoir ses propres intérêts. C'est exactement ce que faisaient les États-Unis à une autre époque. Alors, regardons l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis s'en sont retirés. La Chine, elle, est de plus en plus active, et ainsi de suite. Pour revenir à votre question précédente, je pense qu'ils ont une stratégie. Je pense qu'ils ont un objectif. Cet objectif, c'est de restaurer ou de préserver, si possible, l'ordre international d'après-guerre, celui d'après la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le droit international et élaboré par consensus, et de le faire d'une manière qui renforce la souveraineté nationale et la liberté face aux opérations de changement de régime et à d'autres interventions de ce type. Tout cela est donc assez ironique, et je ne suis pas sûr que nous ayons une réponse à la montée en puissance de la Chine sur ce plan. Vous savez, quand ils ont été frustrés, comme ça a été le cas, par exemple avec la Banque mondiale, qui est censée être une agence pour promouvoir le développement des pays les moins avancés, eh bien, elle n'a pas été réformée. Elle garde encore le vieux système de droit de vote d'il y a des années. La Chine est aujourd'hui à bien des égards la plus grande économie du monde, et pourtant, elle est sous-représentée. Les États-Unis, eux, n'ont pas voté de crédit pour augmenter les fonds destinés au développement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On voit apparaître la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dirigée par la Chine, dont le siège est à Shanghai, et qui compte presque tous les pays du monde comme membres. Une nouvelle institution qui suit exactement les mêmes règles que la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'on obtient? On a la nouvelle banque de développement. Votre propre pays en est un membre important. On a les BRICS. On a l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, si la Chine n'a pas le droit d'utiliser les institutions existantes parce qu'elles sont dominées par les États-Unis,
et que les États-Unis sont hostiles à la Chine, alors elle trouve des moyens de créer de nouvelles institutions pour faire le travail. Et c'est exactement ce qui se passe. Je terminerai simplement en disant que la Chine a maintenant la capacité de se défendre. Apparemment, le fait que la Chine puisse se défendre est considéré comme une forme d'agression par les États-Unis. Pourquoi? C'est une inversion assez étrange, non? La Chine n'a pas de force navale ni de force aérienne stationnées le long des frontières américaines, ni en Amérique du Sud. En revanche, les États-Unis, eux, en ont le long des frontières chinoises. Et pourtant, on nous dit que la Chine représente une menace. Mais une menace pourquoi, exactement? C'est une menace pour l'amour-propre américain, pour son estime de soi, son prestige, sa position dominante. Ce n'est pas une menace pour les États-Unis eux-mêmes. Et il faut reconnaître que Donald Trump semble l'avoir compris. Il a vu que, oui, les États-Unis peuvent, dans une certaine mesure, se retirer un peu du monde, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de se couper de la Chine, ni de refuser de coopérer avec elle. Il y a trop de problèmes qu'on ne peut pas résoudre, ni même aborder, sans la coopération entre ces deux grandes puissances. Et donc, le voilà en Chine. Bien sûr, il ne croit pas au changement climatique. Il n'a aucun intérêt à promouvoir les énergies vertes. Il veut que les combustibles fossiles restent dominants. Il dirige un pays qui a interdit les véhicules électriques, alors qu'il se développe partout ailleurs. Et pourtant, il semble avoir compris qu'il faut travailler avec la Chine si l'on veut résoudre quoi que ce soit, y compris les problèmes avec l'Iran. La Chine devra faire partie de tout accord global qui sera conclu pour prendre en compte les intérêts iraniens, ceux des pays du Golfe et ceux de la communauté internationale dans son ensemble en ce qui concerne le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz.